Je suis journaliste indépendante, créatrice du podcast En un battement d'ailes qui décrypte les enjeux écologiques avec une approche journalisme de solutions dans des reportages. Et je suis également formatrice, enseignante en école de journalisme notamment, et je mène régulièrement des ateliers d'éducation aux médias, particulièrement en quartier populaire. Donc le podcast En un battement d'ailes, c'est un reportage tous les 15 jours qui vient aborder un enjeu écologique ou social, qui aborde à la fois un problème et qui montre des solutions qui viennent répondre à ce problème dans le cadre donc, de reportages, d'immersion, de rencontres avec les acteurs et actrices de la transition écologique et solidaire. Il y a plusieurs choses qui m'ont amené à sa création. Dans ma précédente carrière, je travaillais en radio, je travaillais pour une rédaction nationale et j'ai eu la chance de couvrir la COP 21 en 2015 avec la signature de ce fameux accord de Paris. Et la radio pour laquelle je travaillais à ce moment-là avait créé un partenariat avec The Place to Be, un lieu qui avait été créé par la journaliste Anne-Sophie Novelle, qui s'était installé en fait dans une auberge de jeunesse pour proposer une sorte de lieu en marge de la COP 21 pour créer un lieu de rencontre alternatif avec des journalistes, des blogueurs venus du monde entier. Il y avait toute une programmation proposée dans ce cadre-là pour mieux comprendre les enjeux écologiques. Et ça a été pour moi un premier déclic et une première prise de conscience des défis auxquels on faisait face aujourd'hui. Donc j'ai continué à travailler sur ces questions-là, mais voilà, c'est en même temps sur plein d'autres sujets. Et puis il y a eu évidemment cette pandémie du Covid-19 et particulièrement toute la réflexion autour du monde d'après qui, moi, en fait, m'a amené à me poser la question du rôle et de la place des médias dans la bonne compréhension de ces enjeux écologiques auprès du grand public. Et là, je me suis dit que j'avais quelque chose à faire. J'ai donc décidé de quitter cette radio, de prendre un an pour me former, pour encore mieux comprendre justement ce qui se joue, les conséquences du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des impacts sociaux aussi que ça peut avoir. Et évidemment, étant une femme de radio depuis toujours, le podcast s'est en fait imposé à moi pour justement proposer un espace via le reportage, puisque je crois beaucoup au pouvoir du son pour une immersion dans ces enjeux-là et donc pour pouvoir aller à la rencontre des acteurs et actrices de la transition écologique et solidaire. Et j'ai choisi le journalisme de solution pour le traitement de ces enjeux-là qui me semblaient essentiels. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le journalisme de solution, mais un petit mot de la méthodologie. Le journalisme de solution repose sur quatre critères. Le fait déjà donc que la solution doit être une réponse à un problème social. Pour qu'il y ait une solution, bah, il faut d'abord qu'il y ait un problème. Donc, cette solution ou cette initiative qu'on va mettre être mise en avant, elle vient répondre à un problème qui doit être clairement identifié. Ensuite, on doit montrer les preuves de l'efficacité de la solution ou non. Une solution qui n'a pas fonctionné, ça reste du journalisme de solution parce qu'on peut expliquer bah, pourquoi cette solution n'a pas pu être pérenne pour X ou Y raison, parce que ça nous permet, et c'est le troisième critère, de tirer les leçons de cette initiative. Comment cette solution a pu être mise en place? Quelles ont été les différentes étapes pour la mettre en œuvre? Quels ont été les freins rencontrés, les obstacles? Au contraire, qu'est-ce qui a permis la pérennité? À qui ça s'adresse? Etc. Et puis enfin, et c'est là où souvent dans des sujets, articles ou médias qui se disent journalisme de solution, mais qui ne le sont pas, et c'est souvent ce qui fait défaut, il faut montrer les limites de la solution. Il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution bisounours justement, et c'est là où on est dans l'investigation et dans la démarche journalistique. On n'est pas là pour faire la promotion ou la communication d'une initiative en disant que c'est super, mais on montre les limites parce que bah, la solution ne peut pas être parfaite. Et ça, c'est un point extrêmement essentiel aujourd'hui pour les rédactions et les médias à souligner dans leur sujet. Un exemple de journalisme de solution, ça va être, alors je vais m'appuyer sur ce que j'ai pu proposer dans mon podcast. Dans le deuxième épisode, je me suis intéressée à l'impact de la fast fashion sur l'environnement et sur la planète. Donc finalement, comment repenser aujourd'hui nos filières textiles pour être moins impactantes sur la planète.
Eh bien, ça passe notamment par une association, Aura Chanvre, qui cherche à développer une filière du chanvre pour remplacer la filière du coton, et avec des agriculteurs qui se mettent donc à développer du chanvre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir justement sortir uniquement de l'utilisation du coton. Voilà, bah, c'est un exemple concret d'initiative mise en place. Aujourd'hui, on sait que la culture du coton est très consommatrice d'eau notamment, et que donc aller vers le champ, ça peut être une autre manière de faire. Voilà un exemple parmi tant d'autres de ce qu'est le journalisme de solution. Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas énormément de médias estampillés journalisme de solution et qui font ça de bout en bout. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de médias qui se forment au journalisme de solution, notamment dans l'optique de mieux traiter les enjeux écologiques et sociaux. On voit de plus en plus apparaître des sujets sur France 2, TF1, qui répondent à la méthodologie du journalisme de solution. Moi, je suis aussi formatrice certifiée par le Solution Journalism Network, qui est un organisme qui a été créé par 3 journalistes américains du New York Times pour promouvoir le journalisme de solution à travers le monde. Et sur leur site internet, il y a le Solution Journalism Tracker, qui permet en fait de recenser tous les articles, tous les reportages qui sont réalisés avec la méthodologie du journalisme de solution. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça peut ressembler, à part évidemment le podcast en un battement d'aile, mais vous pouvez en tout cas aller voir dans des grands médias, y compris dans des médias traditionnels, il y a aujourd'hui certains sujets qui sont réalisés avec la méthodologie du journalisme de solution. Et encore, c'est loin d'être exhaustif, tout n'est pas recensé, mais ça peut déjà donner une première idée, et y compris de voir ce qui est fait à travers le monde, puisqu'on peut le retrouver sur les 5 continents. Alors, le paysage médiatique français, il a la chance d'être d'une grande pluralité, d'avoir un grand nombre de médias. Il n'y a pour ça qu'à regarder la carte très subjective du paysage médiatique français de la journaliste Anne-Sophie Novelle. Régulièrement, quand j'interviens en quartier populaire pour faire de l'éducation aux médias et que je montre cette carte à des jeunes, ils sont assez surpris du nombre de médias qui apparaissent sur la carte, et en fait, ils n'imaginaient pas qu'il y avait tout ça qui existait. Ce qui est difficile aujourd'hui et ce qui est souvent reproché aux médias actuellement, c'est ce qu'on appelle la concentration des médias, c'est-à-dire qu'un grand nombre de médias ne sont aux mains que d'un petit groupe de personnes. On cite très souvent le chiffre de l'économiste Julia Cagé: 90% des médias français appartiennent à 9 milliardaires. Le chiffre n'est pas complètement exact, mais en tout cas, il est assez symbolique et permet de résumer assez simplement le fait justement que un grand nombre des médias français aujourd'hui appartiennent à peu de personnes. Ce qui vient poser un certain nombre de soucis aujourd'hui dans le traitement des sujets, dans l'indépendance des journalistes. Alors j'ai bien conscience qu'on reproche très souvent aujourd'hui aux journalistes d'avoir un parti pris, de ne pas être objectif, de ne pas résister aux pressions d'argent ni aux pressions du pouvoir. Il faut aussi avoir conscience que c'est aussi en raison des modèles économiques des médias que ces pressions peuvent effectivement exister, pas partout. Et puis, il y a enfin un grand nombre de médias indépendants qui voient de plus en plus le jour pour pouvoir justement sortir de cette concentration des médias. On en voit apparaître tous les jours, et c'est notamment dans ce cadre-là, moi, que je propose en un battement d'aile. Aujourd'hui, une des difficultés rencontrées, c'est effectivement le traitement particulièrement anxiogène de l'actualité. C'est un prisme qu'ont les médias français, mais pas que d'ailleurs. Mais en France, on a un peu ce journalisme à la Albert Londres, aller mettre la plume dans la plaie, et donc on a très souvent cette approche catastrophiste, anxiogène de ce qui se passe. On parle évidemment beaucoup plus des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de repenser les pratiques journalistiques. 36% des Français, c'est un chiffre qu'on retrouve à peu près à l'échelle mondiale, mais en tout cas 36% des Français ont aujourd'hui arrêté de s'informer parce que l'information est beaucoup trop anxiogène. C'est un fait, c'est quelque chose à prendre en considération. Les jeunes ne s'informent plus
par les médias traditionnels, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont leur principale source d'information et les réseaux sociaux sont un lieu particulièrement propice à la désinformation et à la propagation de fake news. Il est donc essentiel pour nous médias de devoir réinventer une manière de traiter l'actualité si on veut pouvoir rejoindre les gens, si on veut pouvoir renouer un lien de confiance entre médias et citoyens. Ça me semble aujourd'hui essentiel, à moins de se résigner à voir disparaître les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui dans les prochaines années. Et on sait à quel point la disparition de médias peut mettre en danger nos démocraties. Il n'y a qu'à voir dans d'autres pays, dès qu'une dictature est mise en place, la première chose à laquelle on s'attaque, ce sont les médias et à la liberté d'expression et donc de la presse. Donc je pense que pour toutes ces raisons, aujourd'hui, c'est essentiel, oui, de revoir nos pratiques. Et je suis persuadée que ça passe par le journalisme de solution, notamment sur les enjeux écologiques et sociaux. On voit de plus en plus une éco-anxiété grandir au sein de la population, comme l'a montré le rapport du CESE ces derniers mois. 80% de la population française est inquiète et s'inquiète de l'avenir en raison du dérèglement climatique. Donc je pense aussi que c'est notre rôle en tant que médias de pouvoir quelque part, peut-être pas tant apaiser l'éco-anxiété, que en tout cas ne pas aller en rajouter une couche supplémentaire, juste parce qu'on a quelque part un biais dans la manière de traiter les sujets. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a rien de plus précieux que le terrain et qu'il est donc aujourd'hui essentiel pour les journalistes de sortir, d'aller rencontrer des gens et c'est comme ça qu'on fait correctement notre métier. Le journalisme de solution, clairement, peut être un moteur et pousser les gens à agir. Il y a un grand nombre d'études d'impact, notamment sur des médias américains qui ont montré que des articles, donc problème plus solution, comparativement aux articles uniquement problèmes, incite les gens à se mettre en mouvement, à rejoindre éventuellement les associations évoquées dans les différents sujets. Donc oui, clairement, ça peut être un moyen de mise en action. Est-ce que ça doit être notre objectif à nous, journalistes et médias ultimes? Je ne suis pas sûre, mais par contre, je pense que ça fait partie des impacts positifs du journalisme de solution que de voir qu'à la suite des sujets proposés, il peut y avoir une mise en mouvement. Dans les aspects positifs du journalisme de solution, là encore, c'est ce qui ressort de certaines études américaines qui ont beaucoup plus poussé ce sujet-là que nous en France, notamment sur l'aspect neurosciences, montre que on retient bien plus facilement une information quand elle est présentée sous le prisme problème plus solution que sous le côté problème. D'une part parce que le citoyen ou la citoyenne va avoir envie de creuser le sujet, soit de lire d'autres articles, par exemple du journaliste qui a écrit son sujet journalisme de solution. Et donc ça permet déjà, et c'est plutôt positif notamment pour les médias, de se dire que ça peut avoir un impact dans l'audience de leur public qui va passer beaucoup plus de temps sur les sites internet de ces médias-là, qui parce qu'on a lu cet article, on va en lire un autre, etc. Ensuite, il faut savoir qu'on retient beaucoup plus facilement une information qui est négative. Notre cerveau est fait pour absorber tout ce qui est négatif, notamment en réaction, ça c'est vraiment ancestral, tout ce qui peut nous mettre en alerte, c'est quelque chose qui va rester. Et donc il faut savoir que pour éliminer une information négative, il va falloir 3 informations positives. Donc le fait d'utiliser le journalisme de solution va pouvoir permettre d'atténuer ce côté anxiogène de l'information en premier et rester plus longtemps dans le cerveau, et ce qui a des effets positifs. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est justement, je parle en tant que journaliste qui est en train de créer, de lancer un média indépendant, dans un climat de confiance où on reproche aux journalistes d'être soumis à des pressions d'argent, de ne pas être indépendants, d'être des vendus, hein, quelque part, et encore, ça fait partie des mots les plus gentils auxquels on peut avoir droit par moment. Eh bien, en fait, les médias ne peuvent pas exister sans le soutien des citoyens. Si vous voulez des médias sans actionnaires, sans mécénat, sans publicité, eh ben, ça ne peut exister qu'avec le soutien et notamment financier des citoyens et des citoyennes. Je crois qu'il est important de pouvoir rappeler que l'information est un bien public
Oui, c'est essentiel aujourd'hui dans nos démocraties d'avoir des médias indépendants, libres de pouvoir s'exprimer, mais que l'information a quand même un coût. S'il y a des médias indépendants dans lesquels vous avez confiance, que vous aimez écouter, que vous aimez lire, que vous aimez regarder, eh ben, soutenez-les, même quelques euros, mais pour montrer qu'il y a d'une part des gens et une communauté derrière le média que vous avez envie de soutenir et que c'est bon pour nous de savoir que ces gens-là existent. Et puis, sans vous, ça ne peut pas fonctionner sur du long terme. Ça me semble primordial de pouvoir rapporter que vous êtes vous aussi maître de l'information auquel vous avez accès et pour ça, en allant soutenir des médias indépendants. D'avance, merci pour eux.